Je vais vous présenter un projet qui est en cours d'élaboration. J'ai commencé des traitements statistiques cette année et j'aimerais débuter le travail de terrain en 2022. Donc, voilà, donc c'est un stade où je me pose beaucoup de questions, où les choix que j'ai faits jusqu'à présent, ils sont pas très engageants. Donc je peux encore changer un peu mon fusil d'épaule ou les directions que je vais prendre. Et donc c'est pour ça que ça en fait vraiment un moment où tous les retours possibles seront très utiles pour moi. Donc, ce projet de recherche, il porte sur les propriétaires de classes supérieures de résidences secondaires. Les résidences secondaires, c'est un objet pluriel, à la fois maison de famille héritée, logement acquis pour se retrouver en famille ou passer sa retraite, ou encore bien immobilier perçu comme un outil d'investissement purement patrimonial. Ces biens immobiliers secondaires ne sont quand même pas anecdotiques. Pour vous donner un exemple, en France, en 2019, il y avait 3,6 millions de résidences secondaires. Donc, c'est environ 10% des logements français. Et c'est pour ça que ces biens-là méritent une enquête approfondie. Par ailleurs, ces résidences secondaires, elles sont possédées par une frange de plus en plus aisée de la population. Et donc, du coup, la multi-résidentialité des classes supérieures, c'est une ressource et qui a été notamment une ressource pour mieux vivre la pandémie de Covid-19, puisqu'elle a offert à certaines familles en fait, des conditions de confinement privilégiées, dans des cadres de vie spacieux et souvent loin des centres urbains qui étaient les plus à risque au cœur de l'épidémie. Et plus largement, cette multirésidentialité, c'est une caractéristique centrale dans la formation des positions dominantes des classes supérieures. Donc, je vous propose de vous présenter ce projet dans son ordre chronologique. En commençant par présenter ma thèse que j'ai soutenue en 2019, en décembre 2019, et la manière dont elle m'a conduit en fait à élaborer ce projet. Aussi la manière dont les résidences secondaires en fait contribuent à renouveler l'analyse des classes supérieures et à voir leur recomposition. Puis ensuite, le projet en lui-même. Donc, avec un volet d'enquête qui est quantitatif, un volet qualitatif, et enfin un dernier élément qu'on ne voit pas, mais qui porte sur des premiers résultats que je vais vous présenter, à la fois grâce au traitement statistique, mais aussi grâce à des enquêtés que j'ai enquêtés dans le cadre de ma thèse. On va y revenir. Donc, cette enquête sur les résidences secondaires, elle s'inscrit dans le prolongement de ma thèse, qui a porté sur les pratiques résidentielles et les mondes privés des classes supérieures, et sur des ménages que j'appelle appartenir au pôle privé, c'est-à-dire des ménages qui sont davantage dotés en capital économique qu'en capital culturel. Et c'est des ménages aussi où il y a au moins un membre qui occupe une fonction avec beaucoup de responsabilités dans le secteur privé. Et généralement, ce sont les hommes de ces ménages qui occupent cette fonction. Donc ma thèse, elle s'est intitulée « Pour vivre heureux, vivons cachés, pratiques résidentielles, style de vie et rapport de genre chez les classes supérieures du pôle privé ». Les ménages que j'ai interrogés, ils étaient propriétaires d'une maison dans des quartiers résidentiels de 2 communes aisées de la banlieue parisienne. Vous les voyez ici, donc Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine à l'est et Saint-Maur-des-Fossés à l'ouest. Donc là, c'est une carte. Tu veux qu'on mette le bandeau en haut? Non, pas de mettre. Ah, pardon, j'ai même pas vu. Et peut-être que je peux baisser le bandeau et le mettre en haut. C'est mieux. Donc là, c'est une carte du revenu avec les plus hauts revenus qui sont en bleu foncé et où j'ai surligné les contours des 2 villes que j'étudie. J'ai interrogé 60 ménages qui appartiennent tous aux 3% des ménages les plus riches de France. Et il y en a au moins un tiers de ces 60 ménages qui appartiennent au 1%. Les entretiens, ils ont été plus souvent réalisés avec les femmes de ces ménages et conduits dans leur plus grande partie également au domicile. Et voilà, donc les enquêtés, ils étaient particulièrement difficiles à recruter et les entretiens parfois compliqués à conduire puisque, en fait, ces enquêtés, ils ont des ressources particulières qui leur permettent un peu de se soustraire à l'enquête qu'ils jugent souvent comme intrusive. En tout cas, c'est un mot qu'on m'a dit et voilà, vous êtes curieuse, vous, c'est revenu souvent. Je reclique. Donc, j'ai travaillé sur les pratiques
résidentielles ou encore les manières d'habiter des classes supérieures du pôle privé. Et à partir de ces pratiques résidentielles, j'ai également pu analyser des logiques familiales, notamment deux principes. Je vais en citer deux principales. L'importance des enfants dans les choix résidentiels, donc en termes d'espace dans le logement, et aussi également en termes d'offres scolaires, évidemment. Et j'ai également analysé les rapports conjugaux au sein de cette fraction de classe, et notamment l'entrée dans l'inactivité pour beaucoup de femmes qui deviennent donc femmes au foyer, soit dès le début de leur vie active, ou soit en fait au cours de leur carrière à elles, notamment par exemple après l'expatriation de leur conjoint. Donc, comme l'a dit Margot hier, l'étude des pratiques résidentielles, elle montre comment l'espace du logement et du quartier, il façonne le statut social de ces enquêtés et comment est-ce que ce logement et ce quartier sont des pourvoyeurs de ressources spécifiques qui peuvent également jouer le rôle d'instance de socialisation. Alors, mon enquête, elle a mis en avant le goût pour la propriété de cette fraction de classe. Ce goût pour la propriété, il se voit de différentes manières. D'une part, car du coup, les membres de ces classes supérieures du pôle privé sont inscrits dans des lignées de propriétaires. Ils ont leurs ancêtres qui étaient eux-mêmes propriétaires. Également, ils accèdent de manière très précoce à la propriété. Certains ne passent jamais par le secteur locatif. Voilà, donc beaucoup achètent dès leurs 20, 25 ans leur premier bien immobilier, ce qui est bien plus précoce que le reste de la population. Et enfin, ils sont également multipropriétaires, notamment de résidences secondaires. Et là, je vous ai donc mis mes enquêtés avec s'ils sont ou pas propriétaires d'une résidence secondaire. Ces dernières, donc ces résidences secondaires, elles témoignent de trajectoires particulières d'accumulation patrimoniale et d'ancrages territoriaux et familiaux qui sont multiples. Et au terme de l'enquête, du coup, ces biens immobiliers, ils m'ont paru tout à fait intéressants et ils m'ont paru être un objet qui cristallise des logiques de classe, mais aussi d'âge et de genre, à même d'éclairer en fait des différenciations au sein des classes supérieures qui sont assez peu connues, notamment entre le pôle privé et un pôle plus qu'on pourrait appeler public. Alors, l'analyse des résidences secondaires, elle permet de renouveler l'étude de la stratification sociale et des inégalités de trois manières. En premier lieu, et à la suite de travaux récents sur le rapport à l'argent dans les ménages riches, les résidences secondaires, elles permettent de s'intéresser à la place du capital économique dans la structuration des classes sociales et des classes supérieures, en mettant du coup en avant le patrimoine qui est de plus en plus important dans la reproduction des inégalités, comme l'a montré notamment Piketty. À la fois bien économiques et scènes domestiques, les résidences secondaires, elles sont également un objet original pour approcher les mondes privés, des ménages aisés qui sont relativement peu étudiés. Et c'est un objet qui permet de saisir les logiques de genre et leur articulation avec les logiques de classe. On peut faire l'hypothèse que la possession d'une résidence secondaire, elle démultiplie l'investissement féminin dans le travail domestique, que j'entends ici de manière très large, et donc qui comprend à la fois l'aspect organisationnel d'orchestrer les mouvements entre les différentes résidences, mais aussi travail domestique au sens de money work ou de travail financier, de gestion des résidences secondaires ou même des portefeuilles d'ailleurs de biens. Donc, à côté de ces logiques genrées, une autre spécificité des résidences secondaires, c'est qu'une partie importante, elle est héritée, ou alors que les formes de propriété, elles sont moins souvent partagées entre conjoints, entre époux. C'est-à-dire qu'elles sont plus souvent soit individuelles, à l'échelle d'une personne, ou au contraire collectives dans des familles, en fait, en indivision au sein de familles. Et donc, c'est un objet qui permet à la fois de saisir les inégalités patrimoniales entre conjoints, quand la propriété elle est individuelle, mais aussi de penser la famille à une échelle plus large que la famille nucléaire, et du coup d'analyser les modalités de faire famille au sein des classes supérieures, dans des maisonnées, ou en tout cas dans des familles élargies, qui seraient marquées par la multilocalité. Enfin, les résidences secondaires, elles permettent d'étudier les mobilités géographiques des classes supérieures, la manière dont ces ménages combinent des logiques d'ancrage et de mobilité, on en a parlé aujourd'hui, ainsi que la circulation de leurs ressources entre des lieux multiples. Ces circulations, elles ont des effets sur les territoires, évidemment, où sont concentrées les résidences secondaires, notamment par le biais des consommations de biens et de services que ces personnes-là font sur leur lieu de villégiature.
Les espaces de villégiature sont ainsi des espaces de coprésence entre d'une part les classes supérieures propriétaires de résidences secondaires et d'autre part les autres groupes sociaux qui résident à l'année, mais aussi un espace de coprésence entre des propriétaires de résidences secondaires de différentes fractions des classes supérieures, voire de différentes nationalités. Il s'agit d'analyser donc la manière dont les groupes interagissent et les rapports sociaux que ces scènes urbaines secondaires produisent pour mettre en lumière les mécanismes qui participent à la reproduction sociale des classes supérieures. L'échelle nationale, elle n'est pas suffisante pour étudier ces mobilités entre résidences principales et secondaires, on l'a vu encore ce matin. Et là, notamment, par exemple, en France, il y a 10% des résidences secondaires qui sont détenues par des ménages non résidents en France, qui sont souvent considérés comme des ménages étrangers. Ce projet, donc, mon projet de recherche, il propose d'étudier l'émigration résidentielle de ménages français qui disposent d'une résidence secondaire à l'étranger, mais également de ménages étrangers qui disposent d'une résidence secondaire en France et en Italie. On va le voir tout à l'heure. Et donc, ce groupe, qui est le groupe des classes supérieures européennes qui disposent de résidences secondaires en France ou en Italie, c'est un groupe qui est en augmentation, qui est constitué principalement d'Européens du Nord, des ménages qui ont entre 50 et 70 ans et qui migrent pour des raisons souvent héliotropiques, de manière saisonnière ou permanente en Europe du Sud. Et il y a souvent un lien très fort avec la retraite, puisque la retraite, c'est un moment du cycle de vie qui est central dans l'explication en fait, aussi de ces comportements immobiliers et aussi où il y a une inversion qui peut se faire entre les lieux de résidence principaux et secondaires. Donc, j'ai conçu l'enquête. Donc maintenant, je vais vous présenter plus en détail cette enquête et le projet de recherche, mon protocole de recherche que j'aimerais mettre en œuvre. J'ai conçu l'enquête comme portant sur les propriétaires de résidences secondaires de classe supérieure, avec une attention portée aux propriétaires étrangers, mais qui ne se limite pas à ce groupe-là. Donc, je vais aussi m'intéresser à des ménages français propriétaires de résidences secondaires en France. Et je souhaite mettre en place un protocole d'enquête mixte qui va combiner du coup des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Pour commencer par le volet quantitatif, donc pour enquêter sur la propriété secondaire en France, je travaille sur plusieurs enquêtes, l'enquête patrimoine, l'enquête logement et l'enquête budget de famille, qui sont en fait des enquêtes qui offrent des données assez détaillées sur les résidences secondaires. Et puisque leurs échantillons, comme vous voyez là, ils comprennent un nombre assez important de ménages de propriétaires. Et le fait de pouvoir croiser ces bases, en fait, ça permet aussi de consolider la portée des résultats. Et en fait, ce sont des bases qui sont assez peu utilisées pour justement étudier les résidences secondaires. L'avantage de l'enquête budget de famille, qui est la troisième enquête que je présente ici, c'est que c'est la seule enquête qui a une variable sur les ménages français propriétaires à l'étranger. Et d'après mes traitements pondérés sur l'enquête budget de famille, du coup, il y a 6% des ménages qui vivent en France qui sont propriétaires d'un bien à l'étranger. Mais le problème, en fait, c'est que c'est un résultat qui devrait être consolidé, cette idée donc, de 6% de ménages français propriétaires d'un bien à l'étranger, parce qu'en fait, il y a des très faibles effectifs. Ça concerne 115 ménages dans les 1172 qui sont propriétaires de résidences secondaires. Pareil, dans l'enquête budget de famille, il y a également une variable qui est dédiée en fait, au pays dans lequel ces ménages sont propriétaires, et aussi renseigner le pays. Mais alors là, en fait, c'est encore pire, du coup, en termes d'effectifs. Et c'est vraiment une variable qui, à l'heure actuelle, est inexploitable. Donc, pour l'instant, il y a peu d'enquêtes en France qui permettent d'estimer le nombre de propriétaires étrangers. Il y a une enquête qui a été faite, que je vous montrerai un peu plus tard, qui a été faite par la direction du tourisme du ministère de l'économie et des finances français, qui, lui, estime environ à 10% le nombre de propriétaires étrangers. Et en fait, ils ne se servent pas de la nationalité, qui n'est pas une information connue, mais de l'adresse à laquelle sont envoyées les taxes foncières. Et donc, du coup, l'adresse à laquelle sont envoyées les taxes foncières servant de proxy pour la nationalité. Et donc, c'est comme ça qu'on peut estimer qu'il y a environ 10% de ménages étrangers parmi les ménages propriétaires de résidences secondaires en France. Ça, c'était et il montre aussi, dans cette étude-là, il montre aussi qu'elle a doublé entre 1995 et 2007, cette part de ménages étrangers. Et donc, du coup, c'est un groupe en très forte augmentation.
Et on peut faire l'hypothèse que cette part, elle a continué à grossir, mais on ne peut pas, en tout cas pas tout de suite, le confirmer avec des enquêtes qui sont disponibles en France. À l'international, je vous parlerai notamment d'une autre enquête, c'est le census britannique, parce que dans le recensement britannique, en fait, là, il y a en fait il recense en fait le nombre de ménages qui sont propriétaires d'une résidence secondaire hors de Grande-Bretagne et également le pays en fait où ils sont propriétaires. Et donc notamment Chris Paris qui a fait ça et qui a analysé ce census et qui montre qu'il y a de plus en plus de Britanniques qui sont propriétaires de résidences secondaires, notamment en France. Alors, ces données quantitatives, elles sont donc parcellaires pour l'étude de la propriété immobilière transnationale. Et de toute façon, elles offrent peu d'informations quand même sur les usages concrets qui sont faits de ces biens, y compris pour les ménages français. Elles ne permettent pas non plus de saisir les transformations qui sont récentes, qui sont liées au télétravail ou encore à la pandémie de Covid-19. Donc, je souhaite donc mettre en place une vaste enquête qualitative composée d'entretiens semi-directifs auprès de propriétaires de résidences secondaires afin de recueillir des récits sur les trajectoires d'accumulation patrimoniale et sur le processus d'acquisition d'une résidence secondaire. Je compte avoir un recrutement territorial de certains enquêtés, notamment je pense mener cette campagne dans 2 espaces particuliers de villégiature. Donc le premier, ce serait en Italie, dans la région des Marques. Cette région, baptisée la Nouvelle Toscane par le New York Times en 2005, cette région rurale est plutôt méconnue sur la façade de l'Adriatique, attire de plus en plus de propriétés étrangers de résidences secondaires. J'ai choisi cette région car j'ai une entrée sur le terrain et l'idée ce serait d'enquêter en fait avec des ménages français, mais également avec des ménages des pays d'Europe du Nord. Donc du coup, les séjours que j'ai fait là-bas, de manière non scientifique en tout cas, m'ont permis d'identifier des ménages anglais, des ménages hollandais, allemands, polonais, belges, qui sont propriétaires d'une résidence secondaire, notamment dans des provinces près de Macerata ou de Fermo. Je souhaite également étudier l'espace en Dordogne et dans le Limousin en France. Donc là, c'est la fameuse carte de l'enquête dont je vous parlais, qui a été faite par la DT Tourisme du ministère de l'Économie et des Finances. Et en fait, on voit que la Dordogne est ici, en jaune, et là, on a la Haute-Vienne, la Haute-Vienne est ici avec la Creuse. Et en fait, la Dordogne, c'est une région en France c'est un département qui attire beaucoup de propriétaires britanniques. Mais qui en fait maintenant il y a beaucoup d'anglais et donc c'est pas un endroit qui est en forte mutation. Par contre, ça est en train de s'étendre progressivement et ce sont les départements en fait au nord de la Dordogne qui progressivement voient leur part de résidences secondaires exploser et ce sont des espaces en mutation où il y a de plus en plus de propriétaires de résidences secondaires, notamment et très fortement des propriétaires britanniques. Et comme moi, je travaille à l'Université de Limoges, qui est par là, du coup, ça a aussi du sens de faire cette enquête localisée dans cet espace français. Et je souhaite enfin combiner ces enquêtes localisées à une campagne d'entretien davantage opportuniste pour laquelle j'utiliserai mes contacts acquis durant la thèse, ainsi que mon propre réseau, pour interroger des ménages de classe supérieure propriétaires de résidences secondaires à l'étranger. Donc, du coup, là, propriétaire en Espagne, en Italie, en Grèce, aux États-Unis, voilà. Et j'envisage peut-être pour certains ménages de réaliser des monographies de famille pour saisir justement les logiques de circulation du capital à l'intérieur des familles, entre parents et enfants, mais également entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, pour dépasser, comme je vous le disais tout à l'heure, le seul noyau nucléaire de la famille. Et ces monographies, elles me permettraient également de saisir des pratiques de mobilité au sein des familles et les différents attachements aux résidences secondaires en fonction des positions dans la famille. Alors, donc je vais rapidement présenter des hypothèses sur les usages des résidences secondaires, notamment des résidences transnationales, que j'ai fait à la fois à partir des entretiens réalisés pour ma thèse et des premiers traitements statistiques que j'ai fait cet été. Donc tout d'abord, concernant le choix de la localisation, j'ai pu observer que c'est un arbitrage entre les ancrages familiaux d'une part, les activités de loisirs possibles d'autre part, et enfin la réputation ou le prestige de certaines localisations, et donc évidemment aussi les sociabilités qu'elles permettent.
Je vais citer rapidement une enquêtée qui illustre bien cet arbitrage et comment l'acquisition se fait en fonction d'un capital immobilier familial. C'est Nadine Trajan qui me dit: on a beaucoup hésité pour la résidence secondaire parce que mon mari fait beaucoup de plongée. Donc, le chalet dans les Alpes, c'est pas tout à fait l'endroit. Elle rit. Mais en fait, on est plus pour partir. Quand on part en vacances, on va loin, quoi. Donc, on va visiter des pays autres. Et puis après, mon mari, bon, a sa mère qui habite en Bretagne Nord. Moi, ma mère, elle a une résidence secondaire à Arcachon. Donc, bon, on a des possibilités pour aller à la mer. Donc, on s'est dit que ce qui manquait, c'était la montagne. Et donc, malgré la passion pour la plongée, le couple va acheter un chalet à Méribel. Et cette citation, elle met en avant une autre logique, voilà, que j'ai pu voir dans les ménages que j'ai enquêtés dans ma thèse, c'est que les résidences secondaires, elles n'empêchent pas du tout ces ménages de voyager et d'avoir des pratiques récréatives, de voyage à l'étranger. Donc, il y a 3 ménages que j'ai interrogés en cadre de ma thèse qui sont propriétaires d'une résidence secondaire à l'étranger. Et ce choix de localisation à l'étranger, il s'explique par 2 logiques. La première, c'est l'importance de l'ancrage familial, puisque c'est une femme qui est d'origine italienne qui est mariée à un grec et ils ont une maison secondaire en Grèce. Et l'autre ménage, c'est un homme d'origine portugaise qui est en train d'acheter une résidence secondaire au Portugal au moment où je le rencontre. Et la deuxième logique, à côté de ces logiques d'ancrage familial, la deuxième logique, c'est celle d'une forte internationalisation d'une frange des classes supérieures qui correspondent aux élites mondialisées. Et c'est des élites mondialisées qui ont souvent connu une période d'expatriation et du coup qui sont plus promptes à acquérir une résidence à l'étranger. C'est le cas d'Anita Udo, qui a 50 ans, qui est femme au foyer, mariée à un chef d'entreprise, avec qui elle a 3 enfants. Et elle est suédoise, elle est arrivée en France pour ses études à la fin des années 80. Et elle et son mari sont propriétaires d'une résidence secondaire à Los Angeles. En fait, et pourquoi ils l'ont acheté cette maison, c'est qu'en fait, la sœur de son mari habite à Los Angeles et que du coup, les parents de son mari sont partis vivre à Los Angeles pour se rapprocher de leur fille. Et donc, eux, pour pouvoir aller voir leur famille, ils ont donc cette maison qui est louée la plupart du temps, en fait, et qui est également perçue comme vraiment un instrument, un placement financier. Et leur mobilité récréative à eux, elle se fait à différentes échelles, puisqu'en fait, elle se combine avec d'autres déplacements à l'échelle nationale, puisqu'ils ont un chalet à la montagne, également une maison dans le sud de la France. Ça aussi, on en a déjà parlé depuis 2 jours sur la multiréticularité des réseaux en fait, de résidences secondaires des classes supérieures. Alors, l'usage des classes secondaires, elle comprend également l'étude des pratiques de mise en location dont Margot nous a parlé hier soir. Alors moi, sur les traitements que j'ai fait de l'enquête budget de famille, où il y a une variable également sur est-ce que vous mettez ou pas en location votre bien immobilier, il y a 18% des ménages français qui mettent en location leur résidence secondaire, donc 18%. Et cette pratique, elle était présente aussi chez les ménages que j'ai enquêtés. Et donc, on en parlait hier sur est-ce que, voilà, je pense que ce n'est pas en effet une pratique de super riche, au sens où peut-être que le 0,01% ne va pas mettre en location sa résidence secondaire. Mais je pense qu'on peut aussi être riche et mettre sa résidence secondaire en location et que ce n'est pas une pratique réservée aux classes moyennes, loin de là. Et je pense, et là-dessus, j'ai un peu réfléchi aussi hier soir après nos discussions, et on peut avancer 2 hypothèses. La première, c'est que il y a une vraie importation en fait, des logiques capitalistes dans les manières d'habiter de la part des cadres en fait, du pôle privé. Moi, je vois ça dans d'autres contextes, dans des lotissements fermés, en fait, où les cadres ont des usages et des manières d'habiter très différentes des notables et des professions libérales, notamment où ils sont pour, par exemple, licencier des gardiens pour passer à un système de sous-traitance de la sécurité avec un accueil 24h/24 et quelque chose de beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus informatisé en termes de sécurité. La deuxième hypothèse pour expliquer cette mise en location de la part de ménages qui sont finalement riches, ce serait aussi que cette activité de gestion immobilière, elle peut faire office d'activité pour des femmes au foyer. Et donc, j'ai observé que ce sont surtout les femmes qui s'investissent dans ces activités immobilières, administratives et de gestion locative. Et c'est quelque chose qui vient alourdir le travail domestique, certes, mais ça peut être un support de valorisation en fait, et d'activité aussi qui rentable, qui rapporte de l'argent pour ces femmes qui parfois en fait, ont l'impression de ne pas apporter d'argent au foyer. Et enfin, en dehors de la question des mises en location,
cet usage des résidences secondaires, on peut aussi l'analyser à travers, justement, j'en parlais, les tâches de travail domestique qui sont associées au fait d'avoir une résidence secondaire. Et moi, je vois que c'est clairement aux femmes que revient la charge mentale, en fait, d'organiser les déplacements en famille, également d'entretenir la famille, d'entretenir la maison, pardon, et d'avoir des contacts avec les personnes intermédiaires sur place à l'échelle locale. Donc voilà, en conclusion, je pense que les résidences secondaires, elles vont me permettre de saisir la question du développement du télétravail, la question évidemment des effets de la pandémie de Covid-19, mais aussi ceux du Brexit, notamment dans le terrain en Dordogne et dans le Limousin, au sud de Limoges. La pandémie, elle a eu un effet assez contradictoire sur ces mobilités résidentielles. D'une part, il y a eu un regain de l'attrait pour les résidences secondaires, notamment par grâce ou à cause, je sais pas, du télétravail. Mais en même temps, les mobilités, elles ont aussi été fortement contraintes. Donc, ça a été aussi quelque chose on s'est rendu compte finalement que les frontières nationales, elles avaient aussi une existence très réelle et qu'elles pouvaient réapparaître à certaines occasions. Je pense que la propriété transnationale, elle vient exacerber certaines logiques propres aux résidences secondaires et que c'est un bon cas en fait pour illustrer justement cette mobilité des classes supérieures à l'intérieur d'un système résidentiel qui est multiple et qui dépasse les frontières nationales. Voilà, je vous remercie.